Et à peine les résultats connus, les candidats sont repartis en campagne, notamment du côté de la majorité présidentielle. Les projections ne garantissent pas à Emmanuel Macron une majorité absolue. La chef de file de la majorité, elle-même candidate, est retournée dès hier sur ces terres électorales du Calvados où on va retrouver Guillaume Ballard. Bonjour Guillaume, merci beaucoup d'être avec nous, directeur départemental de Ouest France. Vous êtes à Caen et on va dire un mot d'abord pour rappeler le score d'Elisabeth Borne ce dimanche dans la 6e circonscription du Calvados et nous rappeler un petit peu quel est le paysage politique de sa circonscription. Oui, bonjour. Elisabeth Borne, pour sa première candidature en son nom personnel, a réussi son premier tour puisqu'elle a remporté 34-32% des suffrages. Donc près de 10 points de différence face à son jeune concurrent de la NUP, Noé Gauchard. Et le candidat du Rassemblement national, lui, qui avait été pourtant maintenu au second tour en 2017, a été éliminé avec quand même 21% des suffrages. Ça veut dire que juste pour le second tour, Elisabeth Borne est quand même en position plutôt favorable ? Elle est en ballottage pour l'instant très favorable. Il y a près de 5000 voix d'écart. Donc reste à savoir maintenant où se porteront les voix du Rassemblement national et des abstentionnistes. Est-ce que ça sera vers un vote protestataire ou pour faire tomber également Elisabeth Borne, puisque dans cette circonscription rurale du Calvados, on a bien vu l'enjeu national depuis la candidature de la Première ministre. Justement, Elisabeth Borne, elle est retournée très vite en campagne, puisqu'hier, elle était de retour sur ces terres du Calvados. Oui, elle est revenue hier dans la nuit. On lui avait reproché, ses adversaires, mais également les journalistes locaux, faut bien l'avouer, le fait qu'elle soit partie à Paris dès qu'elle a eu mis son bulletin dans l'urne. Donc elle s'est justifiée. Son adversaire de la NUP, lui, n'était pas non plus présent dimanche soir sur Vire, puisqu'il a couru les plateaux télé et radio, du fait justement de la dimension nationale de l'élection et du fait qu'il ait un coup à jouer, en tous les cas, rien à perdre. Juste un mot sur comment s'est passée hier sa visite dans le Calvados, Guillaume. Elle est allée tout de suite dans une entreprise du côté de Condé-sur-Noireau. Elle a prévu... Donc hier, on a reçu, comme dans toutes les rédactions, son agenda prévisionnel de Première ministre pour la semaine. Et ensuite, hier soir, on a reçu un autre agenda, celui de son équipe de campagne, où on voit qu'elle essaye de mettre des rendez-vous sur le terrain pendant cette semaine, entrecoupés d'aller-retour à Paris. Et notamment, par exemple, mercredi matin, elle se rendra sur un marché dans une commune de la circonscription, accompagnée par son prédécesseur, l'ancien député Alain Touré. Et du coup, vous qui avez l'agenda du Calvados, elle a prévu d'être beaucoup dans le Calvados cette semaine ? Pour l'instant, alors elle nous a assuré hier qu'elle serait au maximum dans la circonscription cette semaine. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'elle sera mercredi matin sur le marché de Villers-Bocage et ensuite elle ira voir des commerçants dans une commune à côté. Mais dans son même agenda, cette fois-ci de Première ministre, elle doit rentrer à Paris puisqu'à 16h, il est indiqué qu'elle doit rencontrer, je vais vous dire ça, Madame Yael Braun-Pivet. Merci Guillaume, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Évidemment, vous allez suivre toute la semaine et ce sera à lire dans vos éditions cette semaine d'entre-deux tours, notamment pour Elisabeth Borne, candidate dans le Calvados et on suivra tout ça avec vous. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous. On regarde la une de Ouest France aujourd'hui, une vague de chaleur avant un été de canicule. C'est la question qui est posée à la une de votre journal. Merci Guillaume, on le voit, on l'entend avec Guillaume, Elisabeth Borne qui a prévu une semaine avec des allers-retours entre le Calvados et Paris. Elle joue gros, la Première ministre, cette semaine ? Oui, elle joue gros. Guillaume Ballard a rappelé qu'elle avait fait plutôt un score honorable au premier tour. La Première ministre, je n'ai pas tout à fait la même lecture. J'estimais qu'en tant que Première ministre, en tant que chef de la majorité présidentielle, enfin en tout cas chef du groupe de la majorité présidentielle, membre du gouvernement, chef du gouvernement surtout, elle aurait pu estimer être un peu au-dessus. Bon, elle fait quand même un bon score, elle est près de 10 points au-dessus du candidat de la NUP, mais ça va être serré, je pense, effectivement, il le rappelait, Guillaume Ballard, il y a 5000 voix d'écart entre les deux, donc ça va être la campagne, ça va dépendre aussi de comment vont se comporter les électeurs, notamment du Rassemblement national. Je l'ai pas trouvé non plus, vous allez me trouver dur avec la Première ministre, mais je l'ai pas trouvé non plus
Vous savez, quand on est nommé Premier ministre, on est censé quand même faire de la politique. On est censé animer un collectif même politique qui est celui de l'Assemblée nationale. Hier, elle réunissait par un Zoom sur Internet l'ensemble des candidats de la majorité. On peut pas dire qu'elle soit une leader, quoi, une leader qui emporte les foules et qui fasse de la politique. On voit bien qu'elle essaie d'envoyer ses coups à Jean-Luc Mélenchon de manière assez peu à droite, avec même des journalistes jusqu'à l'AFP qui est obligé de faire des démentis de certaines caricatures qui sont faites. Les premiers pas, globalement, de la Première ministre sont pas extraordinaires. D'abord parce qu'il n'y a pas de propositions, il n'y a pas de vision qui sont avancées. C'est beaucoup reproché à la majorité présidentielle de l'avancer masquée au cours de ces législatives. On ne sait pas très bien quel est le projet, à part la réforme des retraites à 65 ans. C'est compliqué pour elle, je trouve. C'est compliqué pour la majorité aussi. On l'a vu, c'est quand même une défaite, ce premier tour pour cette majorité. On va voir ce que ça donnera dimanche prochain. Et j'imagine que Dominique a très envie de vous répondre. Non, j'écoute ça avec un petit sourire. Non pas que je ne prenne pas ça au sérieux, mais ne faites pas semblant de découvrir la personnalité d'Emmanuel Macron qui choisit je commence à relever ce que vous avez, le cocktail de gentillesse, d'amabilité que vous avez adressé à la Première ministre. Ne faites pas semblant de découvrir aujourd'hui, à l'issue du premier tour, les traits de caractère politique et personnel de quelqu'un qui n'est pas beaucoup connu des Français et qui est effectivement, historiquement, si je puis dire, plus techno que pur politique. Nous le savons, c'est un choix qui a été fait par Emmanuel Macron, donc ne faites pas semblant de le découvrir. Elle a fait une bonne performance et effectivement, comme vous l'avez dit, beaucoup va dépendre. Normalement, elle va être élue et ce serait une catastrophe pour elle, accessoirement pour la majorité s'il en était autrement. Ça, je ne retiens pas cette hypothèse, mais dans le cas précis. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, beaucoup va dépendre du choix des électeurs du Rassemblement national. C'est intéressant. Leur candidat est éliminé. Que vont-ils choisir ? S'abstenir ou faire Je pense que vous avez fait un appel du pied. Vous avez fait un appel du pied en leur direction ou pas ? Qui ? Mais moi, c'est pas moi, je suis journaliste, j'observe. Vous êtes journaliste, mais vous avez analysé. J'observe qu'effectivement, l'électorat de Marine Le Pen peut constituer parfois un bloc anti-Macron, parfois un bloc anti-Mélenchon. Je pense que l'électorat de Marine Le Pen, elle a beau dire que ça sera... Résultat, ça va être bien sûr, ça va être intéressant. Et justement, on va en parler, puisque Samia Elisabeth Borne, hier, elle a appelé une nouvelle fois à faire barrage à l'extrême droite en cas de duel entre la NUP et le Rassemblement national. Oui, mais c'est assez ambigu, Oriane, parce qu'en fait, ce sera pas systématiquement un barrage, ce sera du cas par cas. Elle a précisé, Elisabeth Borne, hier, la ligne à tenir. Pas une seule voix ne doit aller au Rassemblement national, a affirmé hier donc Elisabeth Borne depuis le Calvados. On pourrait croire que la consigne est claire, mais en fait non, ça dépend du candidat. Quand on a un candidat républicain, et c'est le cas par exemple pour Fabien Roussel, nous le soutenons. Quand vous avez un candidat qui ne respecte pas nos valeurs républicaines, nous ne le soutenons pas. Voilà, donc dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, par exemple, pas de barrage face à Marine Le Pen, qui affronte au deuxième tour Marine Tondelier, une candidate de la NUP. Le choix est entre les extrêmes et le vote blanc. Mon vote sera donc blanc. Voici la consigne de vote donnée par la candidate de la majorité présidentielle, Alexandrine Pintus, dans cette circonscription du Pas-de-Calais. Et puis, autre exemple, dans le Val-de-Marne, Roxana Maracineanu, elle, appelle bien à faire barrage, mais pas contre l'extrême droite, contre la NUP. La ministre des Sports du précédent gouvernement affronte au deuxième tour Rachel Keke, ancienne femme de chambre, devenue candidate de l'Union de la gauche. Je veux rassembler tous ceux qui veulent faire barrage à l'extrême gauche au second tour. Nous pouvons gagner, a écrit Roxana Maracineanu sur Twitter. Les électeurs de gauche qui, eux, ont voté Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle pour faire barrage à l'extrême droite apprécieront. Oui, effectivement, il y a un peu des divergences. Alors, même dans le cas de la circonscription de Marine Le Pen, puisque Samia a appelé la position de la candidate, mais Stanislas Guerini, lui, par exemple, il dit qu'il faut faire barrage à Marine Le Pen. C'est un peu ambigu quand même du côté de la majorité présidentielle, ces consignes de vote. C'est complexe. Le plus simple aurait été de dire,
C'est ce qu'on avait cru comprendre en entendant certains. Ni NUP, on dit NUP, hein, c'est bien ça. NUP. Il faut ça. Le service du dictionnaire de l'Académie française a statué, effectivement. On dit non, mais il faudra voir d'ici la prochaine édition si la NUP existe encore. Ça, c'était un autre problème. Bon, ni NUP, ni RN. Ni RN, ça aurait été plus simple. Et ce à quoi on assiste, vous avez cité plusieurs exemples. Alors, ça peut paraître un peu complexe, ça l'est d'ailleurs de cette manière, c'est qu'en quelque sorte, dans un certain nombre de cas, les candidats de la majorité trient. C'est-à-dire que s'ils ont affaire à ceux qu'ils sont habitués à fréquenter et qui sont de purs républicains, comme vous, sans aucune discussion possible, à ce moment-là, c'est-à-dire des anciens du PS, mais aussi du PC, hein, on a cité Fabien Roussel et des écologistes, bon, à ce moment-là, pourquoi pas. Mais après, il faut dire, mais les mélenchonistes, j'allais dire, en faisant de la provoque à cette heure-ci, c'est pas bien, mais les islamo-gauchistes, hein, dans le vocabulaire. Non, Dominique, franchement, vous n'allez pas tomber dans ce panneau non plus. Non, je ne tombe pas dans ce panneau, je décris en journaliste comme vous êtes journaliste, je décris une situation un peu complexe à comprendre pour les électeurs, mais qui explique qu'il y ait ce tri. Allez, Pierre va répondre. La majorité présidentielle a perdu sa boussole. Qui est bien placé pour donner... Non mais pardon, mais c'est quoi être républicain ou pas républicain ? Il y aurait une gauche pas républicaine ? Si cette gauche pas républicaine qui est en responsabilité aujourd'hui comme député, comme pas ministre, pas encore en tout cas, mais comme maire de certaines villes, il faut les mettre en prison. Ces gens, s'ils sont des anti-républicains, si ce sont des dangereux qui menacent la République, il faut arrêter. Je n'ai jamais parlé d'anti-républicain. Je vous préférais avant, avec vos amis, quand vous étiez indiscutablement, la question ne se posait même pas. Comment ça se fait qu'elle se pose maintenant ? Quand la première ministre explique qu'aujourd'hui, il y aurait des candidats qui seraient fréquentables et d'autres qui ne seraient pas fréquentables, donc des candidats républicains et non républicains, il faudrait qu'elle nous explique en quoi ces gens, ou en tout cas les gens de la NUP, donc qu'elle reproche d'être anti-républicains, ils seraient une menace pour la République. C'est pas parce qu'ils n'ont pas la même vision aujourd'hui de la laïcité, parce que c'est bien ça dont il est question aujourd'hui, que ça fait des gens totalement... Ça commence déjà à être intéressant. Par ailleurs, je me souviens que Jean-Luc Mélenchon a été quand même particulièrement attaqué les deux fois, en 2017 et en 2022, sur sa ligne de conduite au second tour, en disant pas une voix à l'extrême droite. Au mieux, je dis bien au mieux, aujourd'hui la majorité présidentielle dit pas une voix à l'extrême droite. Elle dit pas à voter NUP, elle dit pas une voix à l'extrême droite. Donc ce qu'on reprochait hier aujourd'hui à Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui a intégré les mêmes éléments de langage que Jean-Luc Mélenchon. Il est normal que dans le camp de la majorité, c'est comme ça que je l'interprète, on ait pris en compte, on prenne en compte l'évolution spectaculaire, impressionnante et j'ajouterais troublante de Jean-Luc Mélenchon et d'un certain nombre de ceux qui sont proches de lui. Jean-Luc Mélenchon, on n'est plus avec le même Mélenchon que vous avez connu, et en tout cas que moi j'ai connu. Jean-Luc Mélenchon et ses amis, ses nouveaux alliés, ont su se retirer au régional pour laisser la droite gouverner des régions contre l'extrême droite. Certains s'en rappellent, Renaud Muselier d'ailleurs appelle à voter pour des candidats de la NUP quand il se retrouve face à des candidats de l'extrême droite. Alexandre Fréchy, député macroniste sortant, se désiste dans une triangulaire pour laisser le candidat de la NUP l'emporter face à un candidat d'extrême droite. Donc tout le monde n'a pas perdu ses boussoles, mais en revanche, il semblerait que la boussole peut donner des directions variables selon les circonscriptions, selon les endroits. Un mot sur ce que dit Édouard Philippe, puisque Édouard Philippe, il prend la parole ce matin, il donne une interview au Figaro. Voter RN m'est impossible, mais je ne peux appeler à voter pour un candidat insoumis qui s'inscrirait en dehors de l'idéal républicain tel que je le porte. Mais c'est quoi leur idéal ? Il faudrait qu'ils nous expliquent. Là, on a besoin d'un enseignement, on a besoin de pédagogie. C'est-à-dire que quand vous écoutez Jean-Luc Mélenchon, beaucoup de pédagogie nécessaire pour comprendre. Voyez la ministre Roxana Maricianu qui fait un front républicain face à. Elle va être battue. Elle est seule. En même temps, elle est face à une candidate. Elle est face. On l'appelle pas. Contre une candidate LFI, elle demande. C'est normal qu'elle défende sa candidature. Elle sera battue. Dominique, je peux finir mes phrases. Pardon, excusez-moi. Voilà. Quand elle est face à une candidate qui s'est battue, qui a mené une bataille de plusieurs mois, de grève de plusieurs mois, des femmes de chambre qui ont porté un combat, qui ont obtenu des accords historiques dans ces hôtels de luxe, elle se retrouve à dénoncer un front républicain comme si Rachel Keke n'était pas républicaine alors qu'elle porte un combat et un idéal de gauche qui est classiquement de gauche. Rien n'est à lui reprocher sur son adhésion à la République, et faire de cette figure un symbole, en tout cas, de l'anti-républicanisme. Elle va pas bien voter pour son adversaire, Pierre Jacquemin. Elle fait une campagne indigne. La ministre fait une campagne. Je sais pas de la polémique, c'est elle qui appelle un front anti-républicain. Elle essaye de se convaincre qu'elle a encore un petit espoir de gagner. Juste, à mon avis, elle en a aucun. On va revenir sur Édouard Philippe, puisqu'il prend la parole.
plus intéressant. On voit que, alors encore une fois, selon les projections, hein, et ça veut rien dire, l'élection a lieu dimanche, on le répète, mais bon, on le redit quand même. Et Emmanuel Macron, de toute façon, n'est pas en capacité d'avoir la majorité sans ses alliés, donc sans horizon. Est-ce qu'Édouard Philippe va avoir du coup un poids considérable dans ce quinquennat? Il aura un poids supérieur. Dans ce cas de figure, si Emmanuel Macron n'a pas les purs macronistes, si le concept existe, en majorité absolue auprès de lui, il faudra qu'il noue des alliances, qu'il fasse des compromis, et effectivement, le cas d'Édouard Philippe, enfin la personnalité d'Édouard Philippe a beaucoup compté. Elle comptera de toute façon, a fortiori dans le cas que nous évoquons. Et la personnalité du profil du Premier ministre. Pour revenir à ce qu'on se disait au début, si Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue, est-ce qu'Elisabeth Borne est le bon profil? Ou est-ce qu'il faut un Premier ministre plus politique pour composer avec un Parlement qui forcément va avoir un poids considérable? Il devra recomposer en fonction effectivement de la nouvelle Assemblée nationale, en fonction des différentes composantes, des rapports de force au sein de cet hémicycle. C'est assez étonnant effectivement de constater qu'au premier tour, on assiste à un affaissement de la droite traditionnelle des Républicains, alors qu'on pouvait estimer qu'ils auraient pu conforter dans des secteurs, comme des baronnies locales, un certain nombre de leurs députés. Visiblement, ils vont perdre beaucoup et en même temps, ils vont jouer un rôle assez décisif au cours de la prochaine législature. Soit dit en passant, ça va permettre de clarifier aussi une situation politique qui était totalement ubuesque, parce que la politique d'Emmanuel Macron a totalement à voir avec les aspirations politiques, ou en tout cas les lignes politiques que sont celles des Républicains. Donc tout ça va permettre une clarification. Plus complexe que ça, mais oui, d'accord. Oui, c'est ce que vous voulez penser. Moi je trouve qu'aujourd'hui, au moins, il y a une clarification, c'est que au moins l'immense majorité des duels de dimanche prochain vont être des NUP face à des ensembles, et qu'on retrouve un clivage droite-gauche assez classique. Je pense peu probable qu'il y ait un changement de Premier ministre, sauf si elle était battue, mais ça c'est encore moins probable, me semble-t-il. Ça peut être un bon profil, même en cas de majorité relative, Elisabeth Borne? C'est peu probable, parce que ce serait quand même énorme que 3 semaines après sa nomination, grosso modo, il y ait un changement de Premier ministre. Mais enfin, on va de surprise en surprise, et c'est vrai que ce sont les électeurs qui vont en quelque sorte trancher. Hein. On a eu au premier tour des surprises. Qui les attendait? Des bonnes ou des mauvaises, chacun son opinion. Il pourrait y en avoir d'autres. Hein. Est-ce que le second tour sera un second tour de confirmation globale, de rectification ou d'amplification des tendances du premier? Et selon la réponse que les électeurs donneront à cette question, la question Elisabeth Borne peut éventuellement se poser. Mais a priori, c'est pas le schéma le plus probable. Il y aura un gouvernement remanié, en tout cas. Emmanuel Macron a sans doute considéré qu'Elisabeth Borne était la mieux placée pour pouvoir conduire la réforme des retraites qu'il annonce pour la rentrée 2023. Donc peut-être que la mission qui est la sienne, c'est 1 an à discuter, à négocier avec les partenaires sociaux. Et après la réforme, si elle devait passer par un 49.3 par exemple, parce que compliqué à l'Assemblée nationale d'avoir un débat et en tout cas d'avoir une majorité pour voter cette réforme, sans doute qu'après il y aurait des conséquences qui s'imposeraient et peut-être un remaniement effectivement à commencer par Matignon. Oui. Il y aura de toute façon un remaniement du gouvernement. On va revenir au journal de campagne, puisque alors il y a une bataille politique, on le voit sur le terrain entre la NUP et les candidats de la majorité présidentielle, mais il y a aussi une bataille de chiffres, Samia. Oui, qui est arrivé en tête du premier tour des législatives? D'après les résultats officiels, Oriane, c'est la majorité présidentielle qui est arrivée en tête, avec 21 000 voix d'avance sur la NUP. Sauf que la NUP, justement, elle n'est pas du tout d'accord avec ce chiffre, puisqu'elle revendique plus de 240 000 voix d'avance. Grosse différence quand même. Alors, explication, le ministère de l'Intérieur n'a pas comptabilisé les candidats de gauche en Outre-mer, ainsi que 3 candidats soutenus par la NUP en métropole. Hier, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une manœuvre digne, je cite, d'une république bananière. C'était chez nos confrères de France 2. Je laisse les plaisirs de la bidouille à M. Darmanin. Il a fallu lui arracher qu'on puisse s'appeler par notre nom en allant au Conseil d'État. Là, ça fait depuis hier soir qu'il essaye de tripoter les chiffres, il m'enlève des députés de mon compte. Tout ça, c'est fait pour masquer le fait que le parti macroniste, LREM, a subi une lourde défaite.
Des accusations balayées par Elisabeth Borne lors d'une réunion interne que vous évoquiez tout à l'heure, Pierre Jacquemin, une réunion hier dans le Calvados. Je cite les propos d'Elisabeth Borne. Jean-Luc Mélenchon prétend vouloir être Premier ministre. C'est surtout le premier menteur, a-t-elle dit hier à ses troupes. Ouais, ça peut porter cet argument de Jean-Luc Mélenchon, ou c'est un peu trop interne pour que les électeurs s'y intéressent? J'avoue de ne pas très bien comprendre la raison pour laquelle il commence la campagne alors qu'il y a une semaine de campagne importante à mener, de commencer la campagne là-dessus. S'ils obtiennent raison, c'est sûr que ce serait un véritable scandale. J'ai le sentiment quand même que, y compris du côté de la majorité présidentielle, je crois avoir compris que des personnalités comme Damien Abad, qui sont ministres, donc a priori membres de la majorité présidentielle, n'ont pas été comptabilisés par le ministère de l'Intérieur dans les comptes du côté de la majorité présidentielle. Je veux bien entendre que dans leurs arguments, il y ait beaucoup plus de voix du côté de la NUP, parce que effectivement un certain nombre d'entre eux n'ont pas été comptabilisés sur des grosses circonscriptions, notamment, je pense, en Nouvelle-Calédonie. Mais c'est vrai que ça a étonnant de commencer la campagne sur ça. Je suis pas sûr que ce soit franchement audible des gens, et surtout s'ils veulent convaincre les jeunes notamment et les quartiers populaires d'aller voter, il va falloir vraiment rentrer dans la campagne et mener bataille contre le gouvernement. Ouais, il peut y avoir un débat qu'a à nouveau réclamé Jean-Luc Mélenchon hier sur France 2, un débat sur le fond. On peut chipoter sur, si j'ose dire, sur 50 000 électeurs de plus, de moins, selon la comptabilité, ça n'a strictement aucune importance. Tout le monde sait que j'ai envie de dire sportivement, avec des guillemets, Jean-Luc Mélenchon a fait une très belle performance qui n'était pas attendue comme telle. Ce qui est important dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est la nature de sa coalition et c'est le contenu de son programme. C'est ça qui est important. Le reste, c'est peanuts. Et quant à la majorité, elle a fait un bon résultat, mais si on se remet un an en arrière ou même 6 mois en arrière, ce résultat est décevant. Et si on fait 5 ans en arrière, surtout, ils perdent 1,5 million de voix, la majorité quand même. 5 ans en arrière. Mais 5 ans, c'est ça qu'il faut prendre des bons de comparaison. Qui Aux législatives de 2017, ils faisaient 1,5 million. Non, mais d'accord. Avant 2017, qui prévoyait l'élection d'Emmanuel Macron? Et 6 mois avant cette élection, on entendait le chœur des coalisés de l'opposition, ça fait du monde, déclarer il ne sera pas réélu. Mais est-ce que c'est quand même pas un score faible pour un président qui vient d'être élu et dont les législatives se tiennent juste après? On verra ce qui sortira du second tour, mais c'est pas faramineux. Bon, encore fallait-il être réélu et c'était pas évident. Une petite précision quand même, effectivement, la NUP ne va probablement pas s'apesantir sur ce débat. Peut-être qu'elle n'est pas si sûre de ses arguments, parce qu'il faut préciser que cette fois, elle n'a pas l'intention de déposer de recours, alors que c'est ce qu'elle avait fait pour obtenir l'étiquette de la NUP sur les bulletins. Preuve en est que peut-être une semaine, c'est trop court pour s'apesantir là-dessus, effectivement. Oui, d'autant que Jean-Luc Mélenchon a redit qu'il voulait faire campagne sur le fond. Il en appelle aux abstentionnistes et notamment aux jeunes. Est-ce que ça peut porter... Est-ce que les gens qui se sont abstenus dimanche peuvent vraiment aller voter en masse dimanche prochain ? Alors, Jean-Luc Mélenchon fait des démonstrations souvent de force et les sondeurs nous ont beaucoup expliqué que les dernières élections ont montré que les électeurs se décidaient souvent au dernier moment, dans les 2 derniers jours. Ils ont mené des campagnes avec énormément d'associations des quartiers populaires, donc j'imagine qu'ils vont savoir mobiliser un certain nombre des électeurs. Oui, vous l'avez dit, 70% des moins de 35 ans n'ont pas voté, ne sont pas allés voter dimanche, donc il y a un véritable enjeu aujourd'hui à aller solliciter les voix des quartiers populaires, mais plus généralement de la jeunesse. Jean-Luc Mélenchon hier dans son intervention au journal de France 2 a un tout petit peu serré la vis, a un peu fait entendre sa colère vis-à-vis de la jeunesse en disant que vous pouvez pas en même temps critiquer la méthode de sélection de Parcoursup et pas vous révolter et pas aller dans les urnes pour voter pour ceux qui supprimeraient la réforme de Parcoursup. Vous pouvez pas non plus dire que vous n'avez pas l'argent pour aller pour faire vos courses et faire des colis alimentaires et en même temps ne pas aller voter pour ceux qui vous proposent une allocation universelle de jeunesse de un peu plus de 1 000 €. Donc il a essayé de mobiliser les jeunes. Je ne sais pas si ça peut marcher. En tout cas, ce que je crois, c'est que la campagne de second tour est une campagne de confrontation d'idées, de projets. En tout cas, j'espère que le parti de la majorité présidentielle finira par accepter le débat, parce que c'est extrêmement important que les Français sachent pour qui ils doivent aller voter. Et c'est aussi une manière pour eux de les inciter à aller voter, voir qu'il y a 2 projets qui s'opposent. Mobiliser les jeunes et mobiliser les abstentionnistes, plus largement, c'est pas la dernière carte de Jean-Luc Mélenchon, parce que quelles sont ses réserves de voix maintenant que l'Union s'est faite au premier tour? Vous avez raison, il a peu de voix, il a peu de réserves de voix sur sa gauche. Il peut compter peut-être sur une démobilisation de l'électorat droite qui a vu son candidat préféré au premier tour éliminer le premier tour, qui peut être démobilisé et pas avoir envie de donner de majorité présidentielle à Emmanuel Macron. Il peut y avoir une partie des électeurs, on le disait tout à l'heure, de Marine Le Pen qui veut créer un bloc anti-Macron, mais qui peut aussi exister du côté
côté de Mélenchon. Et puis, ce qu'il a su faire par le passé, encore une fois, c'est de mobiliser l'électorat abstentionniste, les jeunes, les quartiers populaires. Et ça, on n'est pas à l'abri d'une surprise, effectivement, dimanche prochain. Oui, il fait de cette élection un référendum anti-Macron, enfin contre sa politique. Il a redit hier, pas contre sa personne, mais contre sa politique. Ça peut porter ? Mais je pense qu'à droite et à gauche, je vais reprendre le clivage classique, à droite et à gauche, on a raison d'appeler les abstentionnistes à se dégeler et à venir. Il pourrait y avoir des surprises, c'est-à-dire qu'on peut voir des électeurs du premier tour se réfugier cette fois dans l'abstention et peut-être sur les marges, mais c'est pas négligeable, des électeurs qui s'étaient abstenus choisir pour rallier le drapeau compliqué, de mon point de vue, de Jean-Luc Mélenchon et de sa coalition, ou pour faire barrage à Mélenchon et donner un coup de main à une majorité qui a eu un résultat inégal, venir cette fois voter. C'est de nouveaux abstentionnistes et des abstentionnistes d'un autre côté qui, cette fois, y vont. C'est possible, en tout cas sous cet angle-là. Mélenchon a raison de dire il faut y croire, il faut du volontarisme politique. La gauche a été assez peu habituée aux victoires et le fait que Jean-Luc Mélenchon ait frôlé le second tour, la présidentielle, mais aussi eu un bon succès avec sa nouvelle Union populaire au premier tour des législatives, peut remobiliser un électorat qui se dit ah tiens, il y a peut-être une fenêtre de tir, un trou de souris comme dirait Jean-Luc Mélenchon pour qu'il y ait une majorité de gauche. Ce ne sera pas une déferlante, mais ça peut exister. Et on va parler de la droite qui est arrivée en 4e position de ces législatives et qui s'est réunie hier. Elle fait un peu profil bas ? Oui, c'est difficile de continuer à exister quand on perd son statut de première force d'opposition à l'Assemblée nationale. Avec 11,3% des voix au premier tour des législatives, les Républicains et leurs alliés ne devraient obtenir, selon les projections, que 50 à 80 sièges contre une centaine de députés aujourd'hui. Donc le parti sauve les meubles, mais on l'a dit tout à l'heure, il va falloir qu'il redéfinisse sa ligne politique. Est-ce qu'il faut devenir une force d'appoint d'un gouvernement sans majorité absolue ou au contraire s'affirmer dans l'opposition ? Eh bien, comme tout le monde n'était pas vraiment d'accord, le parti a choisi de ne pas vraiment choisir. Hier, après cette réunion dont vous parliez, Oriane, une réunion du comité stratégique, Christian Jacob a résumé la ligne à suivre, celle de l'opposition utile. En aucun cas une force d'appoint, une opposition déterminée, mais une opposition utile, c'est-à-dire pas dans le blocage des institutions, pas dans les outrances, pas pour bloquer le pays, être capable d'amender des textes. Ils se retrouvent un peu coincés, les Républicains, aujourd'hui, Dominique de Montvalon, pas dans l'opposition, mais un peu dans l'opposition quand même. Ils sont en grande difficulté. Il y a des tempéraments à l'intérieur des Républicains qui poussent les uns dans une direction et les autres dans une autre, ce que vous avez suggéré à juste titre, si je puis me permettre. Mais par ailleurs, attendez, quand on songe, si on prend sur 20 ans ou 30 ans, ceux qui étaient les Républicains avant, sous d'autres dénominations, ce qu'ils étaient, ce qu'ils représentaient, ils se retrouvent aujourd'hui à dire non, on ne va pas rallier la majorité, on ne veut pas être une simple force d'appoint. C'est difficile de gérer la pauvreté. Pierre. Moi, je reviens à ma marotte, c'est-à-dire que j'ai le sentiment, et quand on regarde honnêtement, de manière lucide, les programmes de la droite et le programme d'Emmanuel Macron, quand on voit qu'Emmanuel Macron veut réduire les dépenses publiques, qu'il veut réformer la retraite à 65 ans, ça c'est clair. C'est pas le cas de Mélenchon, donc je veux dire là, on a quand même deux familles qui sont sensiblement proches, donc à part les postures individuelles, la nécessité de faire survivre un parti politique, alors qu'on est tous d'accord a priori que les partis ne sont pas une fin en soi, quand même, ce sont un moyen d'atteindre des objectifs. Je vois pas que ces familles ne se rejoignent pas à un moment donné. Alors sans doute tout ça va imploser. Peut-être qu'il y a une partie des Républicains qui préfèrent ne pas faire alliance avec Macron pour pouvoir rejoindre le bloc plus identitaire, plus nationaliste. Ça va être compliqué pour eux de prendre des décisions, mais Emmanuel Macron va avoir besoin d'eux.